Europe 1 Sport, Céline Géraud. Et bonsoir et bienvenue à bord, surtout Europe 1 Sport, 20h, 23h, votre dose quotidienne de sport, d'adrénaline et de bonne humeur. Et ce soir, la belle à vie, place à la Ligue des Champions, la suite des huitièmes de finale aller, Liverpool-Real. La belle affiche entre deux équipes qui ont toutes les deux besoin de gagner ce match. En attendant, le coup d'envoi à 21h ce soir, demandez le programme au MPSG, bien sûr. On est à 5 jours de ce choc. 25e journée de Ligue 1, un classique à la française plus explosif que jamais. Sans Neymar, mais avec Mbappé. De Marseille à Paris, force et faiblesse, nous ferons le tour de la question ce soir. Et pendant ce temps-là, en Espagne, le Barça Gate secoue le championnat. Le club a versé 7 millions d'euros pendant 20 ans au vice-président du corps arbitral de la Liga. Décryptage avec notre spécialiste dans la prochaine demi-heure. Et puis ce soir, Liverpool joue sa saison en Ligue des Champions face à un Real moins flamboyant. 9 mois après la finale, cette affiche est-elle toujours aussi spectaculaire? Les Reds peuvent-ils éliminer les Madrilènes sur leur pelouse d'Anfield? On en débattra évidemment avant le coup d'envoi. Et pour débattre justement de tous ces sujets, ce soir, je salue mes coéquipiers de la team Europe 1 Sport, Jimmy Algerino qui est déjà en train de griffonner sur son cahier. Salut Jimmy. Bonsoir Céline, bonsoir à tous. Les stats, les infos, vous avez toutes les indiscrétions. Voilà, exactement. On saura ça dans quelques instants. Salim Dib de Canal+, salut. Salut. Merci d'être là. Et puis Juan José Dorado, spécialiste du foot espagnol. Buenas tardes. Ouais, buenas tardes. On a beaucoup à vous parler ensemble de ce Barça Gate qui agite pas mal la planète foot. Et bien sûr, je salue Guy Roux. Bonsoir Guy, ravi de vous retrouver ce soir. Bonsoir tout le monde. Allez, on reste évidemment ensemble. Pourquoi ? Parce qu'on va parler maintenant évidemment de ce classique au MPSG, un choc entre les deux meilleurs ennemis de ce championnat qui s'annonce plus que jamais électrique, palpitant, parfum de revanche. Et on va tout de suite commencer par Paris, qui a perdu Neymar, encore touché à la cheville, mais qui pourra compter sur Kylian Mbappé. Est-ce que ça peut vraiment tout changer ? On en parle maintenant. Europe 1 Sport, Céline Géraud. Je sais pas vous, mais ça me fait penser à Adrienne dans Rocky. Vous savez, vous vous souvenez ou pas ? Quand Sylvester Stallone hurle à la fin de ce match incroyable. Voilà, bon, voilà, c'est juste ça. Mais en tout cas, c'était la folie, évidemment, au Parc des Princes pour son retour. Il est en forme, Kylian Mbappé, Jimmy Algerino. Voilà, c'est une donnée quand même importante à prendre en compte dans ce classique. Il y aura forcément une autre physionomie que ce match de Coupe de France. Enfin, en forme, oui, il est en forme, on l'a vu, ne serait-ce que sur sa rentrée contre le Bayern et ce week-end. Après, on a le fait de savoir s'il allait avoir du rythme, s'il pouvait tenir tout un match, donc ça a été le cas. Après, c'est vrai que sur le match, il a eu un petit coup de mou, donc c'est un peu normal vu sa blessure. Mais je pense que samedi, il marque 2 buts dimanche, quand même lors du dernier match, on va le rappeler. Donc, mais dimanche, en plus, là, ce qu'il y a de bien pour Paris et pour lui, c'est qu'ils ont toute la semaine pour préparer le match, ce qui n'est pas arrivé depuis pas mal de temps. Donc ça, c'est plutôt bien, déjà pour lui, sa blessure, et puis surtout pour retrouver ce rythme et enchaîner sur un beau match contre Marseille au Vélodrome. Vous l'avez trouvé comment dans ce match contre Lille, où on le rappelle, il marque donc 2 buts. C'était un retour, un vrai retour. Voilà, il est dans le game, quoi. Un vrai retour, oui, fracassant, clairement, parce que clairement, il y a une équipe avec et sans Mbappé. On parle d'une équipe qui était moribonde, qui restait sur 3 défaites consécutives et qui était très inquiétante, avec un fond de jeu plus que pauvre. Le retour de Mbappé, ça change la vie. Déjà, on l'a vu contre le Bayern, 60 minutes infâmes, j'ai envie de dire, du Paris Saint-Germain. Et puis les 30 dernières minutes avec Mbappé, qui changent tout, qui font même peur au Bayern. On a vu Upamecano, De Ligt et Pavard échanger leur position dès que Mbappé rentrait sur le terrain. Parce que, évidemment, Nagelsmann avait très peur que Pavard soit isolé sur son côté face à la vitesse de Mbappé. On a également vu le retour fracassant contre Lille. Et donc, enfin, une victoire à la clé pour le Paris Saint-Germain. 2 buts également, pour un joueur qui n'est pas à 100% encore, donc forcément c'est plus que bon signe. Salim dit de Canal+. Guy Rouge, je viens vous voir, ça rend ce classique encore plus bouillant, encore plus excitant même que ce match de Coupe de France, non ? Ah bien sûr, c'est le titre de champion qui se joue. Paris Saint-Germain a une position favorable grâce à la victoire miraculeuse contre Lille. Ils ont gardé leur avance. Mais évidemment, il y a 3 points en jeu où ils vont s'additionner, où ils vont se soustraire. Et donc, c'est capital, tout le monde le sait. Et vous allez aller au Vélodrome, Guy Roux ?
Probablement, oui. Ah, on m'a susurré cette information qui est un scoop. suis invité maintenant, je ne sais pas encore. Ah ben ça vaut. S'il y en a un qu'il faut suivre de Classico, c'est peut-être celui-là, non? Parce que cette année, il est particulièrement croustillant. Oui, bien sûr. Marseille a fait dimanche un match formidable, donc contre Toulouse, qui est une des bonnes équipes Oui. du milieu du tableau. Et donc, ils ont été formidables. C'est un rythme effréné, que des reprises de volées cadrées. C'est excellent. Oui, très bien Guy, on espère que vous allez y aller, vous nous raconterez ça évidemment après. Juan José Dorado sur ce classique, on va rester sur Paris pour le moment, ce retour de Mbappé qui va forcément changer la donne, est-ce que ça peut tout changer? Ça peut tout changer, ça va tout changer parce qu'il a raté effectivement le match en Coupe de France et c'était une élimination qui s'en est suivie pour le PSG. Mais il n'y a pas que l'aspect sportif, il y a aussi l'aspect psychologique. Il y a le Neymar ne sera pas là, mais on va retrouver effectivement Mbappé. Et je crois que pour la cohésion du groupe, le fait de le savoir là permet au groupe d'entamer ces matchs avec des bonnes dispositions. Giroud l'a signalé, pour l'instant le PSG a 5 points d'avance, mais s'il venait à perdre ce match, effectivement, son titre de champion de France, pour renouveler son titre de champion de France, ça pourrait être compliqué. L'absence de Neymar, Jimmy Algerino, un mal pour un bien finalement pour ce classique? Enfin, pour moi, ça reste un mal parce que quand il joue, quand il est là, en plus quand il est là, quand il y a Mbappé, c'est vrai que c'est différent. On l'a vu là sur son premier but. Après, moi, ce que je voudrais dire, et c'est vrai que l'absence de Neymar jouera sur ça. Il faudra peut-être pas s'attendre à un super jeu du Paris Saint-Germain avec ce qu'on avait l'habitude de voir ces dernières années, la possession du ballon, une certaine dextérité. Ce sera moins joli, quoi. Ça sera moins joli. Par contre, ça risque d'être beaucoup plus efficace qu'ils ne l'ont été ces derniers matchs. Mais c'est vrai parce que, bon, effectivement, Neymar n'est pas là et c'est un joueur très important. Mais on a vu que Verratti est très en difficulté sur le pressing des équipes adverses. Derrière, ça tâtonne aussi. Quid de Mendes, est-ce qu'il sera là ou est-ce qu'ils vont le mettre au chaud pour le match du Bayern? Donc tout ça fera que sans doute le jeu du Paris Saint-Germain ne sera pas très très beau, mais en tout cas, avec Mbappé, il sera beaucoup plus efficace. Allez, 20h13, vous restez évidemment avec nous. On est sur Europe 1 Sport. On est ensemble jusqu'à 23h. On suit évidemment ces huitièmes de finale aller, la suite des matchs de Ligue des Champions avec ce Liverpool-Real. Oh, la belle affiche, c'est sur Europe 1 en intégralité. Vous ne raterez rien. On suivra également l'autre match entre Naples et Francfort. Voilà, exactement, j'ai un petit bug. Et on suivra aussi un France-Norvège en foot féminin dans quelques instants. On ira retrouver Charles Guyard pour faire un point sur ce tournoi de France avec cette équipe de France féminine qui elle aussi prépare sa Coupe du Monde. Allez, on continue à parler de Kylian Mbappé. Salim Dib, moi j'ai très envie de vous entendre sur justement la vitesse. Vous parliez de ça tout à l'heure. Il amène véritablement, c'est vraiment un accélérateur de jeu, Kylian Mbappé. Quand il est là, ça change tout, vraiment. Et puis surtout, Marseille est une équipe qui aime agresser le porteur de balle et qui laisse beaucoup d'espace dans son dos. Donc forcément, lorsque vous jouez contre une équipe avec un joueur comme Mbappé, c'est toujours très très risqué. On l'a encore vu d'ailleurs en Première Ligue ce week-end avec Manchester United où Leicester a tenté de faire ce que Marseille a fait contre le PSG en Coupe de France. Finalement, Rashford a marqué évidemment derrière. Donc est-ce que Marseille va jouer de la même sorte qu'en Coupe de France, sachant qu'en Coupe de France, il n'y avait pas Mbappé, donc forcément un tout autre Paris Saint-Germain? Affaire à suivre, parce qu'évidemment, si vous laissez le moindre espace à Mbappé, ça peut être très compliqué, ses appels sont toujours très tranchants, et puis n'oublions pas que vous avez Léo Messi et sa qualité de passe absolument incroyable, Verratti également capable de donner des très très bons ballons dans la profondeur, donc forcément ça peut être toujours compliqué. Giroud, sur cette formidable vitesse, ce facteur X, vraiment, véritablement, Kylian Mbappé qui change complètement la physionomie du Paris Saint-Germain avant ce classique. Oui, c'est sûr que, bon, il n'y a pas d'autre avant-pointe de rupture. Messi joue dans les pieds, il prend le ballon dans les pieds, il donne des bons ballons. Alors il les donne à qui quand il n'y a pas Mbappé? C'est très difficile. Le Paris Saint-Germain a oublié de s'acheter un avant-centre de pointe. Alors c'est Neymar qui fait ça de temps en temps, mais il ne le fait pas dans le style des gens qui appellent la balle. Et puis le reste, c'est des jeunes inexpérimentés qu'on connaît à peine.
Donc pour vous, ouais, ça va quand même. On parlera évidemment de Marseille dans quelques instants, mais même au niveau du mental, on en parlait avec Jimmy et avec Juan, c'est déterminant, c'est-à-dire que ça donne un supplément d'âme à toute l'équipe, quoi. Ah oui, puis il a une personnalité maintenant, il est complètement adulte, il a 24 ans, il commande, hein, on l'a vu, il commande et ils écoutent. Mm. Alors ça, c'est intéressant. Juan José Dorado, justement, sur l'avantage psychologique qui va forcément être impactant pour les Parisiens face à ces Marseillais qui y vont à fond, hein, parce qu'ils sont gonflés à bloc. On en parlera dans quelques instants. Avec quelle défense, c'est le deuxième sujet. Mais en attendant, voilà, le Paris Saint-Germain a un petit truc en plus quand même. Ah oui, il a un petit qui les rend plus redoutables. Mais et en plus, il y a cette revanche à prendre pour le PSG. Et cette élimination peut-être inattendue à ce moment-là. Mais ce qui est vrai, que le cas Mbappé, psychologiquement, ça me rappelle ce qui s'était passé avec le Barça de Messi. Vous vous rappelez ce match au Parc des Princes, où le fait que Messi rentre à la 60e minute, 70e minute, change complètement le match retour au Camp Nou. psychologiquement la situation des adversaires. Mais là, c'est pareil. Vous avez Mbappé sur le terrain depuis la première minute et vous savez que vous êtes en danger permanent. Il y a sa vitesse, il y a sa technique, mais il y a surtout cet entrain, cette force qu'il insouffle à tous ses coéquipiers. Et c'est vrai que lors de l'élimination en Coupe de France, on a vu que le PSG manquait des puissances, manquait d'envie. Eh bien, ça, avec Mbappé, effectivement, ça n'arrivera pas lors du prochain Classico. Vous le disiez, Juan Rosé, effectivement, touché dans leur orgueil, hein, les Parisiens, Jimmy Algerino, ce parfum de revanche, il sera là aussi. Et lui, qui avait sonné la révolte, on s'en souvient, dans ce match aller de la Ligue des Champions, cette fois, Kylian Mbappé, il sera là aussi pour dire, bon les gars, on a un statut, hein, on est le PSG, on essaie, on a souvent un débat sur est-ce que c'est un club ou une institution, une équipe ou une institution. Voilà, il aimerait bien que le PSG reprenne le pouvoir. Ben, c'est exactement ça, parce que lui, voilà, le Classico a vraiment une importance, parce qu'en tant que Parisien. Mais moi, le truc que je voulais rajouter, c'est que c'est vrai qu'à un moment donné, on disait que l'équipe du Paris Saint-Germain était rentrés dans le mental des autres équipes parce qu'ils étaient injouables. Mais c'était le Paris Saint-Germain. Sauf que là, aujourd'hui, c'est Mbappé qui est rentré en fait, dans la tête des joueurs adverses et des équipes. Et en fait, c'est quand il est là, toutes les équipes disent ça va être injouable. Alors que collectivement, le Paris Saint-Germain n'est pas non plus l'équipe la plus intéressante et la plus efficace. Mais par contre, quand il est là, les joueurs et les équipes jouent différemment. Allez, vous restez avec nous, bien sûr, 20h18. On continue à en parler de ce classique OM-PSG dans quelques instants. On va décrypter d'autres enjeux, ceux de Marseille, sans Chancel Demba, sans Samuel Gigot. Comment stopper Mbappé? Comment organiser la défense? Eh bien, élément de réponse dans quelques instants dans Europe 1 Sport. A tout de suite sur Europe 1. Europe 1 Sport avec Céline Géraud. Bon, vous reconnaissez évidemment cette musique, Van Halen. On est dans la soirée des hymnes. On entendra sur l'hymne du Barça tout à l'heure pour un autre sujet. 20h20, vous êtes sur Europe 1. Installez-vous confortablement. On vous prend par la main. On s'occupe de vous jusqu'à 23h. Évidemment, la belle soirée de Ligue des Champions ce soir. On aura ce Liverpool-Real. Coup d'envoi à 21h que vous suivrez en intégralité. On suivra évidemment en fil rouge l'autre match qui oppose Francfort à Naples. Et puis, du côté d'Angers, on suivra ce duel en finale du tournoi de France de foot féminin, cette fois entre la France et la Norvège. En attendant, tiens, on revient à notre classique. Il y a 2 semaines, ça ne vous a évidemment pas échappé, vous qui êtes fondu de foot. L'homme a véritablement marché sur le PSG en Coupe de France. Et dimanche, eh bien, on y retourne, toujours au Vélodrome, mais cette fois en championnat. Alors, comment stopper Mbappé? Quelle défense pour cette équipe de l'OM? On en parle maintenant avec Salim Dib de Canal+, avec Jimmy Algerino, notre spécialiste du PSG, mais pas que. Et Juan José Dorado, notre spécialiste du foot espagnol, mais qui sait tout de cette équipe de Marseille aussi. Voilà, comment faire sans Chancel Demba suspendu? Est-ce qu'on rappelle la petite pirouette pour cette suspension?
Vous savez qu'il a donc pris un 3e carton jaune dans ce match de Coupe de France, mais la commission d'arbitrage se réunit le jeudi soir, sauf que le jeudi suivant ce fameux match au MPG, il y avait un match de Coupe de France, donc cette commission d'arbitrage n'a pas pu se réunir et du coup, cette suspension qui devait intervenir sur le match face à Toulouse, eh bien, elle intervient, c'est pas une bonne nouvelle pour Marseille, pour ce match déterminant, donc ce classique. Et ça va changer la donne, hein, sérieusement, Salim Dib, parce qu'il va falloir complètement la réorganiser, hein, cette défense de Marseille. Oui, puisque Gigot est également blessé, et puis surtout Mbamba, c'est vraiment l'une des pièces maîtresses de Tudor cette saison. Il n'y a qu'un seul match de Ligue 1 qui n'a pas démarré. Il avait été excellent au match aller, il avait vraiment réussi à contenir Mbappé, clairement au Parc des Princes. Et puis surtout, en fait, ce que Tudor demande à ses défenseurs, c'est vraiment de monter les défenseurs centraux qui sont excentrés, un petit peu comme le Barça de Cruyff ou même de temps en temps Walker avec Manchester City. Il demande à Mbamba de prendre le couloir droit en phase offensive, de prendre le demi-espace droit. Et les joueurs qui seraient susceptibles de le remplacer pour ce match, notamment Balerdi ou Eric Bailly, ont un profil tout autre. Donc Mbamba, ça va être très très compliqué de le remplacer sur le papier, sachant qu'on l'a dit, il est souvent très très bon dans les gros matchs. Oui, Chancel Mbemba, bien sûr. Hein, je me suis petite fourchette d'Emba, mais c'est Mbemba. Giroud, je vous écoute sur cette défense de l'OM. Non, je suis très, très mécontent du fonctionnement de la Ligue. Aucun prétexte ne devrait leur permettre de violer la règle. Quand il y a trois cartons, eh bien, c'est la semaine suivante et c'est pas 15 jours plus tard. C'est ça, vous avez raison. Et quelles que soient les raisons, il doit c'est y terrible. avoir... C'est pas parce que c'est dimanche et qu'ils vont à la messe. Je vois pas vraiment pourquoi ils n'ont pas rendu la justice ce jour-là. Mais il n'y a qu'en France, dans le championnat français, qu'on voit ce type d'exercice. En Angleterre, jamais, dit Salim Dib de Canal+. Guy ? Je ne sais pas, en Angleterre, je ne suis pas les détails comme ça du championnat d'Angleterre, je regarde surtout le jeu. Mais enfin, pour ce qui concerne la France et pour ce qui concerne la Ligue nationale, moi j'étais membre du conseil d'administration de la Ligue pendant 23 ans et c'est jamais arrivé. En tout cas, ça a une conséquence quand même compliquée, douloureuse pour Marseille qui doit revoir et qui perd un élément déterminant de sa défense, justement. Exactement. Je trouve qu'ils ont été très fair-play de ne pas en faire un grand fromage. Ils s'arrangent avec leur effectif. Ils ont eu des blessés en plus. C'est très gênant. Juan José Dorado sur sa défense. Donc on pourrait partir sur quelque chose avec Bailly, Balerdi, Kolasinac. Ce serait ça le. Mais là, au-delà de la composition de cette défense, le problème pour Tudor, ça va être effectivement psychologiquement convaincre son équipe que même avec une défense qui n'est pas l'habituelle, ils sont capables de tenir face au PSG. Vous vous rappelez, je reviens au match de Coupe de France parce que ça m'a beaucoup marqué, et l'intensité qu'avait développée Marseille. Et c'est ça surtout, s'il arrive à convaincre ces joueurs, qu'ils sont capables de tenir, qu'ils sont capables de tenir 90 minutes avec la même intensité qu'ils ont montré avant, je pense qu'ils sont capables de contrecarrer l'équipe du PSG et notamment des Mbappé. Mais ça va se jouer, à mon avis, sur la partie psychologique, puisque de toute façon, tu l'as rappelé, Salim, Balerdi a déjà joué sur le côté droit, donc il pourrait le refaire. C'est vrai que ça va, tactiquement, va être obligé de changer un peu le système. Mais au-delà de tout ça, la victoire en Coupe de France leur donne les armes suffisantes pour pouvoir entamer ce match, même avec Mbemba qui n'est pas là. Effectivement, Jimmy Algerino, parce que le bloc qui était à peu près à 50 mètres sans Kylian Mbappé, il va devoir se mettre à 30-35 mètres, et ça change un peu la donne quand même. Ouais. À noter que Kolasinac était un petit peu incertain, pas blessé, mais en tout cas quand à Toulouse il est sorti, il avait un jaune, mais contusion, ouais, tout à fait. Après, sur la défense, effectivement, s'il ne change pas son système de jeu. Mais après, je pense que ce qui va se passer, comme il a fait en Coupe de France, c'est qu'il va empêcher le Paris Saint-Germain d'avoir le ballon. Et ce qu'il avait réussi à faire, surtout au milieu du terrain, avec Rongier et Verretou, Guendouzi peut-être jouera. Et ils avaient même réussi à obliger le Paris Saint-Germain à dégager via Donnarumma pour jouer long. Et comme il n'y a pas de joueur de tête, et ça a mis beaucoup en difficulté le Paris Saint-Germain sur la première mi-temps. Donc s'ils arrivent à faire la même chose
sur tout le match, ben, Mbappé aura des difficultés à avoir de bons ballons et du moins des ballons dans les espaces. Par contre, si il ne gagne pas la bataille du milieu, les défenseurs n'ont qu'à prier pour que Mbappé se rate devant le but ou ne soit pas chirurgical devant le but. Salim Dib, oui, psychologiquement, ils ont un avantage certain, c'est sûr. Ils sont en puissance absolue. Ils ont mis une petite fessée quand même au PSG. Ça peut jouer aussi. Après, effectivement, il faut revoir le système. Comment vous voyez les choses? Disons qu'effectivement, psychologiquement, tout va bien pour l'Olympique de Marseille, avec une réussite folle depuis plusieurs semaines maintenant. À l'image même de ce qu'on a vu encore contre Toulouse, on aurait pu se dire, tiens, Marseille va peut-être douter, puis finalement, il y a ce retour tonitruant en seconde période. Il reste sur 6 victoires, j'ai regardé à l'extérieur consécutives. Après, comme l'a dit Jimmy, tout va dépendre de la façon de presser, parce qu'on ne peut pas presser non plus n'importe comment, mais il faut vraiment étouffer en fait le milieu du Paris Saint-Germain et finalement empêcher les premières relances pour éviter que le ballon arrive dans la zone de Mbappé, ce qui est possible à faire pendant un match, mais sur 90 minutes, c'est très très dur, ça demande beaucoup de justesse, ça demande beaucoup de fraîcheur physique également. Il ne faut pas que l'équipe flanche physiquement au fil de la rencontre. On l'a vu aussi en Coupe de France, parce que Marseille n'a pas su être finalement si tueur que cela. Et puis les quelques occasions que le PSG a eues, on a vu Ramos marquer, on a vu même Ramos égaliser dans les toutes dernières secondes, finalement le but refusé pour position de hors-jeu. Mais lorsque, en tant qu'observateur neutre, on regarde cette rencontre, on se dit, dis donc, Marseille a énormément dominé cette rencontre, mais finalement aurait pu être accroché à la fin du match, parce que Marseille n'a pas été assez tueur et parce que les quelques occasions finalement que le PSG a su avoir, Paris a su se montrer très dangereux. Et là, avec Mbappé en plus, ça peut être forcément très, très dangereux. Juan José Dorado, justement sur la réorganisation de Marseille dans cette défense, avec cet avantage psychologique, et sachant qu'ils vont être piqués, les Parisiens vont arriver gonflés à bloc. Hein. Avantage psychologique. Au Vélodrome, on le rappelle. Les seuls petits bémols que j'ai, si vous voulez, c'est que ils sont juste derrière le PSG et qu'ils peuvent jouer pas à gagner, mais pas perdre. C'est-à-dire qu'un match nul, ça pourrait leur convenir. Si psychologiquement ils sortent pour jouer un match pour pas perdre, c'est là où ça va être compliqué pour Marseille. Oui, d'accord. Parce que derrière, quel est l'objectif de Marseille? C'est aller en Champions League. Et donc peut-être qu'effectivement ils vont accrocher le PSG, ils vont se rapprocher à 2 petits points. Mais il y a aussi cet aspect-là où dire, on va essayer de garder la 2e place et pas se laisser avoir par les autres derrière. Donc jouer le match nul. Donc voilà, c'est le petit bémol, c'est jouer le match nul ou surtout pas perdre, c'est-à-dire jouer peut-être le match nul 0-0. Psychologique, c'est compliqué pour Marseille. Mais est-ce que Tudor est capable de se rogner, sachant que depuis le début de la saison, il ne l'a pas forcément fait? C'est à voir. Après, Tudor a été entraîné par des entraîneurs très très pragmatiques, donc pourquoi pas. Mais bon. Giroud, justement, sur cette stratégie de l'entraîneur, jouer pour ne pas perdre et peut-être moins jouer pour gagner, sachant qu'il lui manque des éléments. Non, je ne pense pas que Marseille puisse psychologiquement entrer sur le terrain avec l'idée de faire un nul. À mon avis, ça ne va même pas être évoqué. Sauf s'ils écoutent Europe 1. Ouais, c'est pas dans sa mentalité à Tudor, Igor Tudor, le Croate. Vous voyez le stade Vélodrome archi plein, concéder ça, non, c'est pas possible. Alors, il est possible que ça fasse match nul. Ça peut faire 3-3 même, bien sûr. Mais ça, c'est pas parce que ça aurait été prévu. Alors, Giroud, vous allez peut-être aller au Vélodrome, on le rappelle, vous avez été invité, vous pourrez nous raconter évidemment ça lundi avec Lionel Rosso dans Europe 1 Sport. On a hâte. Vous le voyez comment ce classique, ça peut se jouer sur quoi, avec les éléments qu'on vient d'aborder, le retour de Kylian Mbappé et cette défense un peu entamée du côté de Marseille? Oui, mais je pense que Paris Saint-Germain n'est pas très fort, notamment le milieu de terrain. Ça manque maintenant de joueurs confirmés. Ils sont en réalité pas 15 et même pas 11 très expérimentés. Et donc, je pense que Marseille, appuyé par son public, avec sa bonne organisation qu'il aura de toute manière, prendra l'avantage. Mais enfin, je suis un très mauvais
pronostiqueur, je le dis tout de suite, à ceux qui voudraient parier sur mes conseils. Merci Giroud pour cette analyse toujours très fine et votre sincérité qui fait du bien sur Europe 1. Allez, 20h30 évidemment, si vous nous rejoignez, vous ne bougez pas. À 21h, on sera évidemment sur le gros match de la soirée, c'est bien sûr Liverpool-Real. On suivra évidemment Francfort-Naples. Là, on est en Ligue des Champions, 8e de finale aller. La suite de ces matchs. On aura également un France-Norvège du côté d'Angers. C'est de la finale du tournoi de France de foot féminin. Mais pour le moment, tiens, on va parler du foot espagnol. C'est parti. Europe 1 Sport. Céline Géraud. Je vous ai laissé l'hymne du Barça que je vois. Et Juan José, vous auriez pu chanter, vous le connaissez par cœur. Par cœur. Je sais dire Barça, comme ils disent à la fin, parce que le reste c'est en catalan et j'ai du mal. Bon, on va s'arrêter quelques minutes, si vous voulez bien, sur Europe 1 ce soir, sur cette affaire qui a été révélée par le quotidien britannique The Guardian, une affaire de gros sous. Je vous plante le décor. Pendant 20 ans, le Barça a versé 7 millions d'euros au vice-président du corps des arbitres espagnols, José María Enríquez Negreira. Le club espagnol ne nie pas ces révélations et justifie ces paiements pour des conseils d'arbitrage et des vérifications de décisions arbitrales. Alors, est-ce que ce Barça Gate va chambouler la saison du Barça ? Juan José, je me tourne vers vous évidemment. Les dernières informations dont vous disposez et qui peuvent paraître surprenantes, c'est que le Barça n'a pas nié ces 7 millions d'euros versés et ce sont les impôts, c'est ça qu'ont révélé cette affaire. Tout à fait, c'est un contrôle fiscal sur l'entreprise de M. Enríquez Negreira qui a demandé des comptes à M. Negreira, lui demandant d'où venait un versement de 1,6 million entre 2016 et 2018. M. Negreira a dit au fisc qu'il s'agissait des conseils qu'il avait donnés au Barça. Comme il n'a pas rapporté des factures, le fisc a demandé au Barça, donnez-moi les factures. Et le Barça, effectivement, a fourni 33 factures pour la période 2016-2018. Mais dans la foulée, on a appris effectivement qu'il était sous contrat avec le Barça depuis 2001 et que les rémunérations de l'entreprise de M. Negreira touchaient près de 7 millions d'euros. Alors, les dernières infos qui sont d'aujourd'hui, c'est un communiqué conjoint des 42 équipes professionnelles espagnoles. Il n'y a que le Barça et le Real qui n'ont pas signé ces communiqués, où les équipes professionnelles espagnoles demandent à la Fédération et à la Liga, justement, le cas échéant, ces personnes parties civiles, si un procès venait à avoir lieu. Pour l'instant, le contrôle fiscal continue. Le fisc a transmis les informations au parquet espagnol qui a ouvert une enquête pour déterminer s'il y a lieu, effectivement, d'une inculpation et d'aller au procès. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est un tremblement de terre pour les équipes espagnoles, pour les arbitres espagnols, parce que de toute évidence, il y a un problème avec M. Negreira, qui a été d'ailleurs viré, entre guillemets, de la Fédération espagnole en juin 2018, quand le nouveau président a pris place à la Fédération espagnole. M. Negreira, qui n'a pas seulement menacé le Barça par lettre, demandant que son contrat soit rétabli. Il a même menacé la fédération quand il a été viré de la fédération en tant que vice-président des arbitres espagnols. Ça paraît dingue quand même, cette histoire qui émerge là finalement en plein milieu de la saison face à cette équipe mythique. Vous l'avez dit, effectivement, il n'est plus en poste, ce vice-président donc du corps des arbitres espagnols de la Liga, mais l'impact de ces révélations est considérable en Espagne. L'impact est considérable parce que maintenant, tout le monde se pose la question de quels étaient les vrais conseils et quelles étaient les influences de M. Negreira. Techniquement, ce n'est pas lui qui désignait les arbitres en Liga. Ce n'était pas son rôle à lui. Mais effectivement, il était au sein du conseil des arbitres, donc il pouvait influencer le président des arbitres pour nommer tel ou tel arbitre. Et donc tout le monde se pose la question. D'abord, il y a eu l'Espagnol de Barcelone qui a été le premier à sortir un communiqué. Par la suite, il y a le Séville demandant effectivement des comptes. Et maintenant, c'est tous les clubs professionnels espagnols. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que vous savez, la loi du sport en Espagne a changé le 30 décembre 2022. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sportivement parlant,
on ne peut pas sanctionner le Barça parce que Il y a la prescription. il y a prescription, c'est 3 ans pour la loi espagnole et ça fait plus de 3 ans. Sauf que s'il y avait donc un procès sur le pénal, là par contre, effectivement, il peut y avoir des sanctions et pas uniquement que pénal, mais aussi sportif. D'ailleurs, Javier Tebas, le président de la Liga, pas plus tard qu'hier, a demandé que si les explications fournies par le Barça n'étaient pas suffisantes, à ce moment-là, Monsieur Laporta devrait peut-être démissionner. Monsieur Laporta qui a parlé ce matin et qui a accusé Monsieur Tebas des phobies contre le Barça. Ah, effectivement, le feuilleton n'a pas fini de rebondir, Oui, Giroud. contre le PSG. Oui, c'est ça. Oui, et le PSG. J'imagine que vous avez suivi cette histoire incroyable qui touche quand même une institution du foot européen. Est-ce que vous, du côté d'Auxerre, vous avez déjà sollicité des conseils auprès des arbitres, j'imagine sans paiement? Enfin voilà, est-ce que c'est des pratiques qui vous ont surpris quand vous avez vu ça? Est-ce que vous-même, vous avez déjà souhaité demander des conseils pour la GIA? Non, moi je connais les 17 lois du jeu depuis l'âge de 15 ans pour faire le concours de jeunes footballeurs. Il y avait des questions sur le truc. Quand je suis devenu entraîneur, à l'examen d'entraîneur, il y avait un chapitre connaissance des lois du jeu. Et ensuite, je me suis soigneusement tenu au courant de toutes les circulaires de la FIFA concernant les lois du jeu, les modifications au fur et à mesure, il y en a eu beaucoup. Quand j'ai commencé à être entraîneur, on pouvait faire des passes au goal, vous savez. Et quand on menait 1-0, on s'amusait à faire les passes au goal pendant 10 minutes pour finir le match, etc. Donc, moi, je me suis toujours tenu et j'ai communiqué au maximum à mes joueurs qui sont des très mauvais élèves dans ce cas-là, mais enfin qui quand même arrivent à assimiler. Et je pense pas que une histoire pareille puisse arriver dans le championnat de France. Pourquoi? Parce que les Français, c'est pas leur. En principe, personne ne connaît les lois du jeu en dehors de l'arbitre. Oui. Vous pouvez constater, demander à nos chroniqueurs qui vont au bord du terrain. La loi 12, c'est quoi? Ouais, c'est les fautes et incorrections. La loi 11, c'est quoi? C'est le hors-jeu. Ah bon, avec ça, on peut déjà jouer. Oui, ça suffit, c'est déjà pas mal, c'est une bonne base. Jimmy Algerino, justement, est-ce que vous, en tant que joueur du Paris Saint-Germain, vous connaissiez ces règles, le règlement, les circulaires dont parle Giroud? Pas particulièrement, mais par contre, moi, ce que je savais, c'est qu'il y avait, dans certains clubs, peut-être pas dans tous les clubs, mais il y avait une personne qui était chargée d'accueillir les arbitres, et que ce soit même pour les grandes soirées de Coupe d'Europe, d'aller manger avec eux. Et c'est vrai que de temps en temps, par exemple, quand il y avait un joueur qui avait déjà un carton, pour lui éviter peut-être d'en prendre un deuxième et d'être suspendu le coup d'après, de faire passer quelques messages. Mais bon, là, on est quand même dans une démarche mafieuse parce qu'il y a de l'argent et puis pas que. Mais moi, j'ai une petite info. Alors, oui, Jimmy Algerino, sur Europe 1, une info à 20h39, voilà, on écoute. Un scoop. Le contrôle fiscal qui a eu lieu, apparemment, aurait été diligenté par une personne de la société. Parce qu'effectivement, il avait demandé d'être réintégré, enfin voilà, il avait fait un petit peu son chantage, et comme ça n'a pas marché, apparemment, ça aurait été... il aurait été dénoncé, il y aurait eu la délation. Mais de l'intérieur de la société et des proches de la personne. Juan José Dorado, vous confirmez cette information? Oui, on sait que le contrôle du fisc vient effectivement, a priori, d'une dénonciation anonyme. Techniquement, c'est anonyme. Et c'est là où il y a le départ du contrôle fiscal. Et c'est à partir du moment où, effectivement, la société de M. Negreira ne peut pas justifier des 1,4 million qu'il a touché pour les saisons de 2016 à 2018 qu'on va sonner vers le Barça. Mais effectivement, le point de départ, ça serait une dénonciation anonyme, quoique on apprend petit à petit que pratiquement tout le monde savait qu'il y avait quelque chose qui s'est tramé autour de M. Negreira. Et donc, si je suis ce que vous dites, on a compris qu'il n'y a pas de juridiction sportive. En tout cas, le règlement de la Liga ne permet pas
de sanctionner le Barça. En revanche, si ça part au pénal, il peut y avoir des conséquences. Quelles seraient les conséquences? Est-ce qu'il y a déjà des scénarios qui sont imaginés sur ce qui pourrait advenir? Parce que ça peut être des pénalités, ce seraient des pénalités évidemment. Parce que là, il parlait effectivement de conseils, mais aussi de vérifier la neutralité des arbitres et vérifier que les décisions étaient les bonnes. Enfin, voilà, il stipule tout ça. Hein, oui, tout à fait. Ça, c'est les annonces qui ont été faites par le Barça. Parce que ça, c'est les annonces faites par le Barça, comme quoi il y a un contrat et que ce contrat, c'était ça. Il va falloir vérifier derrière que c'est vrai parce qu'on n'arrive pas à trouver les vidéos. On n'arrive pas à trouver des rapports avec des conseils. Tata Martino, qui était entraîneur du FC Barcelone, a déclaré pas plus tard qu'hier qu'il n'a jamais eu aucun rapport sur les arbitres. Donc moi, entraîneur du Barça, personne ne m'a jamais donné un rapport. Donc il peut y avoir des sanctions pénales à l'encontre des différents présidents, puisque on l'a dit, ça touche 5 présidents du FC Barcelone, depuis Joan Gaspar jusqu'à M. Laporta pour la 12e fois, puisqu'il a été déjà par le passé président du Barça. Et puis, s'il y a des sanctions pénales, derrière, il peut y avoir des sanctions sportives. C'est de là le communiqué des clubs professionnels espagnols qui demandent à la Liga d'être partie civile si un procès venait à avoir, justement pour pouvoir sanctionner les responsables, sportivement parlant, forcément le Barça, l'équipe qui pourrait être envoyée en division inférieure. Jimmy Algerino. Oui, et puis il y avait aussi pas ce lobbying, mais le fait aussi sur la Coupe d'Europe, où il était aussi chargé de faire un peu du relationnel avec l'instance arbitrale pour les matchs de Coupe d'Europe, voilà, les arbitres qui allaient être désignés, puisque lui, l'été était là-dedans. Donc c'était aussi son rôle dans ce deal passé avec le FC Barcelone. Bon, en tout cas, le Barça Gate, le feuilleton continue, un feuilleton à rebondissement qu'on suivra évidemment sur Europe 1. Allez, 20h42, vous restez avec nous évidemment. Dans 20 minutes maintenant, le coup d'envoi de ce Liverpool-Real, 8e de finale aller de la Ligue des Champions qu'on va suivre en intégralité sur Europe 1. Dans Europe 1 Sport, vous ne raterez rien. On suivra également l'autre match entre Francfort et Naples, et puis ce match de foot féminin entre la France et la Norvège. Allez, on vous donne toutes les informations justement sur ce match Liverpool qui se retrouve 9 mois après la fameuse finale au Stade de France le 28 mai dernier face au Real. A tout de suite sur Europe 1. Europe 1 Sport, la Ligue des Champions. Céline Géraud. Allez, la Ligue des Champions, évidemment, dans 15 minutes, le coup d'envoi de ce match. Le match qu'on attend tous, ce soir, Liverpool-Real. Mais ce soir, sur Europe 1, on va aussi vous parler de foot féminin. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est le 3e et dernier match du tournoi de France 2023. Les Bleus qui affrontent la Norvège ce soir à Angers, avec l'ambition de décrocher un 3e trophée dans cette épreuve. Une étape de plus aussi dans la préparation qui doit les mener jusqu'à la Coupe du Monde l'été prochain en Australie et en Nouvelle-Zélande. Bonsoir Charles Guyard. Pour cette nouvelle saison, Europe 1 s'enrichit de nouvelles voix. Jean-Luc Lemoyne rejoint Culture Média et Historiquement Vôtre. On va aborder les sujets directement, sans politesse. Virginie Fulpin, coach Europe 1 Sport. Yann Moix vous accompagne dans la libre antenne. C'était un très bon moment de partage avec vous. Merci. Virginie Giraud incarne le podcast au cœur de l'histoire. Et Gaspard Proust à carte blanche dans Europe Matin. Il y a des gens qui me suivent, c'est assez inquiétant, j'ai peur. Nouvelle saison. Nouveau choix. Nouvelle voix sur Europe 1. Bonsoir Céline, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes en direct du stade Raymond Kopa à Angers. Les compos, les dernières informations avant ce match ? 6 changements par rapport à la dernière sortie des Français, c'était face à l'Uruguay samedi, malgré une victoire 5-1. Corinne Diacre a tapé dans le vif, donc avec 6 changements, une composition en 4-3-3 ce soir face aux Norvégiennes, avec notamment évidemment Wendy Renard titulaire dans l'axe de la défense, la fameuse capitaine, les deux sœurs Cascarino également alignées, comme Dali, Diani, Lacrar, Périssé et Toletti. Dans les buts, c'est Pauline Perrault-Magnan qui tiendra les cages, la gardienne de la Juventus de Turin. On retrouve également Charlotte Bidbo, la Montpelliéraine, qui fait son retour dans le 11 de départ à côté de Toletti. Voilà pour le 11 de Corinne Diacre, qui a affirmé ses intentions. Ça ne sert à rien d'être championne des matchs amicaux. Le tout, c'est de se préparer, évidemment, vous l'avez dit Céline, en vue de la Coupe du Monde en Australie et en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août prochain. Pour cela, il y a effectivement ce tournoi de France pour peaufiner les automatismes. Et puis il y aura 2 matchs amicaux qui viennent de s'intercaler dans le calendrier des Bleus. Ce sera
le 7 avril à Clermont-Ferrand au stade Gabriel Montpied face à la Colombie, équipe 27e au classement FIFA, et surtout le 11 avril au Mans face au Canada, l'équipe championne olympique en titre. Donc voilà, on va monter crescendo avant d'aller en Océanie. Merci beaucoup Charles Guyard, et évidemment on viendra vous voir régulièrement tout au long de la soirée pour suivre, on l'espère, cette victoire des Bleus en route pour la Coupe du Monde. Allez, on est ensemble jusqu'à 23h. Dans moins de 15 minutes maintenant, le coup d'envoi de ce match Liverpool-Real Madrid, c'est la Ligue des Champions, le 8e de finale aller. On va se mettre dans l'ambiance, les deux Golgoth du foot européen qui se retrouvent pour un remake de la dernière finale, et les deux clubs veulent sauver leur saison. Liverpool-Real, l'affiche est-elle toujours aussi alléchante ? On en débat avec vous, avec Jimmy Algerino, avec Salim Dib de Canal+, et avec Juan José Dorado, qui sait parler d'autre chose que de foot espagnol. Et là, on va parler de football, pas des affaires. Ça va nous faire du bien. Allez, on va le dire. On va commencer par Liverpool. Ils sont 8e de Première Ligue. Ils sont un peu dans le rouge, les Reds. C'est compliqué pour eux en ce moment. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Parce qu'ils n'ont plus que ça à jouer. Ils ont perdu dans les autres championnats. Donc, Jimmy Algerino, c'est une équipe qui est complètement dans une situation complètement différente d'il y a 9 mois, quoi. Ah bah ouais, sur cette compétition-là, oui. Après, je pense qu'ils auraient bien aimé tomber sur un autre club que le Real. Le Real qui a déjà fait aussi une croix sur le championnat. Ils ont ça en commun. Ouais. Non, c'est vrai que c'est deux équipes qui ont tout à perdre dans cette compétition. Mais bon, je dirais quand même que Liverpool un peu plus, parce que déjà le match aller est à Liverpool. Et puis surtout, là, cette saison est complètement ratée. Et est-ce que, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir, est-ce que Klopp a toujours la main sur son équipe ? Ouais. Est-ce qu'il va arriver à les transcender devant leur public, ou au contraire, c'est une année difficile, voire peut-être une fin de cycle pour lui à Liverpool. Battu à chaque fois au 4e tour de ces deux coupes. Salim Dib, les Reds, c'est le match à ne pas perdre ce soir. Défaite interdite pour eux. Clairement, il faut déjà se rappeler que la saison passée, Liverpool était en lice pour faire un fameux quadruplé. Ils avaient emporté les 2 coupes nationales, disputé la finale de la Champions League, et avaient espéré jusqu'à la fin emporter la Première Ligue. Et Mohamed Salah a typiquement dit, après la défaite en finale contre le Real Madrid, la 2e d'ailleurs consécutive contre cette équipe du Real Madrid en finale de la Champions League, que Liverpool n'arrive plus à battre depuis maintenant plusieurs années, il a dit qu'il a très très mal dormi pendant tout l'été. Et derrière, Sadio Mané est parti au Bayern. C'est très très difficile de relancer finalement une nouvelle dynamique, sachant que le jeu énergivore de Klopp a peut-être éreinté beaucoup de monde du côté de Liverpool. Il y a pas mal de cadres qu'on ne reconnaît plus, comme Henderson, comme Thiago Alcantara, comme les 2 latéraux, Alexander-Arnold également et Robertson. Donc une équipe qui est à la recherche peut-être d'une nouvelle identité, d'un nouveau souffle, et qui, avant les 2 derniers matchs de Première Ligue, était tout simplement la plus mauvaise de la Première Ligue sur l'année civile 2023, 20e du classement en 2023 avant les 2 derniers matchs. Alors depuis, Liverpool a réussi sur l'année 2023, depuis le 1er janvier 2023, avant les 2 derniers matchs, Liverpool était 20e. Ah oui. Mais entre-temps, Liverpool a battu Everton dans le derby, ça a fait beaucoup de bien au moral des troupes, et puis surtout il y a eu ce succès 2-0 contre Newcastle. Liverpool d'ailleurs la seule équipe à avoir battu Newcastle 2 fois cette saison. Donc ça va un petit peu mieux, et clairement Liverpool n'a pas le choix en fait, parce que la saison est pour le moment complètement ratée. Mais ça sera très très dur. Giroud, sur ce duel au sommet entre Liverpool et Real, qui n'a plus du tout la même figure. C'est pas du tout le même match qu'il y a 9 mois en finale de la Ligue des Champions. Liverpool a vraiment besoin de se refaire, tout comme le Real. Oui, c'est un peu le match de 2 équipes, entre 2 équipes meurtries, qui payent leur gloire de la saison dernière, même de manière exagérée pour Liverpool. En général, quand on gagne tout, c'est très difficile de regagner tout. Mais on doit on doit être proche du niveau qu'on avait. Ça n'est pas le cas de Liverpool, qui a été lamentable, par exemple, comme ça vient d'être démontré durant le mois de janvier, et puis moyen durant l'année dernière, et le Real qui peine beaucoup, avec un Benzema qui est maintenant blessé de temps en temps. Depuis la Coupe du Monde, je joue pas, etc. C'est pas le Benzema de toutes les semaines avec un but ou 2 buts ou 3 buts. Ouais, Carlo Ancelotti l'avait laissé au repos le week-end dernier. Juan José Dorado, Benzema sera de retour sans doute ce soir. Il est de retour ce soir avec Vinicius. Donc effectivement, c'est l'attaque et Rodrigo. Donc c'est l'attaque du Real. Mais moi, j'aimerais quand même dire quelque chose de très particulier. Le Madrid n'est peut-être pas celui qu'on s'attendait cette année. Mais Madrid a déjà gagné 2 titres cette saison. La Supercoupe d'Europe
cet été et il a gagné le mondial des clubs. Oui, c'est vrai. Donc, et il est en lice pour gagner la coupe du Roi la semaine prochaine. Il joue les demi-finales face au Barça. Et il est en droit de pouvoir gagner encore Champions League. Le Real il n'y a que terminer. le championnat. Le championnat est fini. Oui, voilà. 8 points, ça paraît beaucoup par rapport à Barcelone aujourd'hui. Mais Madrid pourrait terminer parfaitement avec 4 titres à la fin de saison. Et puis, moi, je crois à un hold-up du Real ce soir face à Liverpool. Moi, mais sincèrement, 20h52, Greffier, notez, Juan José Dorado annonce un hold-up du Real face à Liverpool ce soir. Donc, avec Vinicius, avec Rodrigo, avec Modric qui va jouer aujourd'hui, c'est vrai qu'il est touché le Real, puisqu'il y a Kroos qui n'est pas là, il y a Tchouaméni, effectivement, qui n'est pas là non mais plus. Mais victoire poussive face à Osasuna dernièrement. Enfin, oui, c'était le week-end dernier, mais ils sont allés gagner à l'extérieur 2-0. Ils ont battu quatre fois. Petit à petit, ils reviennent. Et vous voyez, il y a un format d'attaquant pour le Real qui est très performant. Au Barça, vous avez Lewandowski qui marque pratiquement tous les buts. Au Real, vous avez Benzema, Vinicius, Rodrigo, même Modric, qui ont plus de 10 buts chacun. Donc, le Real a des armes, justement, pour pouvoir faire quelque chose aujourd'hui face à Liverpool. Pour moi, le Real, la meilleure arme qu'ils ont, c'est leur gardien et la défense. Thibaut Courtois. Parce qu'on se rappelle l'année dernière, le parcours en Ligue des Champions, Courtois et la défense. Et là, quand on voit quand même la défense entre Carvajal, Rudiger, Militao et Alaba, qui se retrouvent à gauche, plus Camavinga qui est quand même plutôt, je veux dire même meilleur que Tchouaméni. Donc ça fait quand même une belle défense et un bon milieu défensif. Et après, on sait qu'ils peuvent marquer à tout moment. Et donc la force du Real, elle est là, c'est vraiment la défense et le bloc, je dirais, italien du Real. Oui. En tout cas, c'est vraiment un choc au sommet entre deux équipes qui ont un palmarès incroyable. On va le rappeler, 14 succès en Ligue des Champions pour la Maison-Blanche et 6 pour les Reds. Ça claque quand même sur la feuille de match, Salim Dib. C'est simple, si vous faites les calculs, ça fait 20 Champions League pour les deux équipes et toutes les autres équipes réunies qui sont encore en lice, elles sont à 23 trophées. Ah oui, ça calme, ça pose. Il y a un match entre Liverpool, Real et tout le reste. On parle de 2 des plus grands clubs de l'histoire du football. Et vous croyez au hold-up du Real ce soir, vous, Salim Dib ? Le Real Madrid en Champions League, c'est l'équipe ultime. En fait, si vous jouez à un jeu vidéo, il y a des boss et puis c'est palier par palier. Et le boss final, c'est le Real Madrid. C'est vrai, c'est l'équipe ultime de la Champions League. Ils ont l'ADN de cette Champions League et on l'a encore vu la saison passée. À chaque fois qu'on se disait, tiens, là, ça va être compliqué contre le Paris Saint-Germain, puis ensuite contre Chelsea, puis ensuite contre Manchester City. Et même en finale contre Liverpool où ça n'a pas été simple, à chaque fois, le Real s'est imposé. Alors, ils ont une infirmerie quand même un peu remplie. Est-ce que Tchouaméni ou Kroos vont beaucoup manquer ce soir, Juan José Dorado ? Tchouaméni, il était titulaire ces derniers matchs au milieu du terrain du Real. Il était titulaire. On a récupéré Modric qui a passé quand même quelques semaines difficiles où il n'était pas titulaire, il était fatigué après le mondial. Mais par contre, vous avez un joueur dont on ne parle pas souvent, qui est Valverde, qui depuis plusieurs semaines marque, qui est un milieu offensif, qui est capable aussi de défendre, qui a un volume des jeux énorme et qui peut faire vraiment oublier Tchouaméni et Kroos. Donc le milieu de terrain du Real avec Camavinga, il y a cette fugue. Parce que Camavinga, qu'est-ce qu'il apporte ? C'est cette fugue, cette insouciance quand vous le voyez jouer. Et c'est ce dynamisme-là apporte beaucoup au Real. Et avec un Valverde et un Modric et l'expérience d'un Modric, effectivement, je pense qu'ils sont capables, effectivement, ce soir, de nous surprendre tous et d'amener une victoire du côté de Madrid. Giroud, d'accord, pas d'accord avec Juan José Dorado sur ce hold-up, pour reprendre son terme, du Real à Anfield ce soir ? Oui, moi, j'appellerais pas ça tout à fait un hold-up. Mais enfin, à Liverpool, j'ai joué 2 fois. Ce serait quoi pas un braquage alors, peut-être oui, un braquage à la française. On a les images, mais le couloir, maintenant, il est large. Avant, on ne tenait pas 2 côte à côte et pourtant, il fallait passer les 2 ensemble. Il fallait arriver vivant sur le terrain à Liverpool. Maintenant, c'est les règles de la Coupe d'Europe. S'il y a des problèmes, c'est en dehors du terrain, c'est pas pendant le match. Donc vous croyez à une victoire du Real ? Vous voyez quoi ce soir ? Un match accroché avec 2 équipes qui ont besoin de gagner toutes les 2, donc ils sont morts de faim ? Ah oui, ça va se jouer sur peu de choses. Mais
Ancelotti, j'ai confiance. Ah, donc vous mettez un petit ticket sur le Real, Ouais, quoi. plus que Klopp, qui est un entraîneur blessé. Ah. C'est un entraîneur qui a une. J'ai en plus lu le livre qui lui est consacré, un parcours linéaire en commençant par Mayence, etc., progressivement, puis le très grand Liverpool, et puis maintenant c'est le petit Liverpool, mais avec toujours Klopp qui en souffre énormément. Ouais. Effectivement, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Jimmy Algerino, à Anfield, c'est quand même un stade, pas comme les autres, avec un public. Ça peut aussi jouer, quoi, ce soir, pour sublimer Liverpool, quoi. Moi, je mets une pièce sur Liverpool parce que ça fait la balance. J'ai joué une demi-finale de Coupe des Coupes avec le Paris Saint-Germain. On avait perdu 2-0, mais on s'était qualifié pour une finale contre Barcelone perdue. Mais non, ils ont du cœur. Voilà, je pense qu'ils vont se révolter ce soir, en plus face au Grand Real, même si c'est compliqué, effectivement. Mais moi, je vois bien. Et puis, moi, j'aime ce club parce que Kevin Keegan, mon joueur préféré, c'est numéro 7. Donc, voilà. Donc, moi, ça sera toujours Liverpool, malgré que le Real ou d'autres équipes. En tout cas, ça rend cette affiche très alléchante. Et surtout, vous ne bougez pas. Vous êtes sur Europe 1. Tiens, on va remercier Guy Roux, qui nous a accompagnés ce soir dans Europe 1 Sport. Bonne soirée, Guy. Bon match et à très bientôt. Merci, mais ne me demandez pas ce que je vais faire ce soir. Ah. Je ne vous le demande pas, alors vous nous le raconterez demain. Mon poste est déjà allumé. Ah bah bien sûr. Et puis il est en couleur. Ah bah c'est super. Il va y avoir du rouge, du blanc, vous allez vous régaler. Voilà. Allez, vous bougez pas évidemment, on sera sur le terrain pour suivre ce match avec vous en intégralité. On vous l'a dit, Liverpool-Real, mais aussi Francfort-Naples. Et bien sûr, on n'oublie pas les filles avec ce match France-Norvège. De la super production ce soir. Et tiens, puisqu'on parle justement de cinéma, la 48e cérémonie des Césars, Europe 1 consacre une journée spéciale au cinéma français ce vendredi. Toute la journée, dans toutes vos émissions, le cinéma vous donne rendez-vous sur Europe 1, des infos, des exclus, des rencontres, des interviews. Et dès 19h, vendredi, vous allez pouvoir démarrer votre soirée sur le tapis rouge pour accueillir en direct les plus grandes stars du cinéma français. La 48e cérémonie des Césars, c'est ce vendredi en direct et en exclusivité sur Canal+ et en simultané sur Europe 1. En attendant, Europe 1, il est quasiment 21h.